Et maintenant, où es-tu? Secondaire 4. Je me suis battu une fois en bande. En bande de Danish, 60 Indiens. On était environ 60 Indiens. On s'est battus. Nous autres, nous n'aimons pas les Blancs. Ils nous vendaient n'importe quoi. Toutes sortes de pilules. Nous autres, on était gênés. On n'avait pas le courage d'en prendre une. Et ils nous disaient n'importe quoi. Et ils ne savaient plus quoi faire. Tu as entendu parler des autres. Est-ce la même situation à cette île? Oui. Est-ce qu'on rit de l'Indien? Oui, on le hait. Eh bien, j'avais l'impression de ne pas être intelligent. Certains ont abandonné, il y en a plusieurs qui n'ont pas terminé. Je n'ai jamais vu un Indien se rendre à l'université. Et aussi, on a perdu notre langue. Ça fait pas mal de chagrin. Ça fait pas mal de chagrin. Nuto Dondu Dosme Guitan Utwasim Kawabshin Kutnan Kashgan Nekadendumut Utwasimo Apuishpesh Pokotan Miam Kaishpesh Pokotan Utawiwo. Il s'est chassé, elle s'est tressée, ils eurent des enfants, le blanc les prit pour les éduquer. Aujourd'hui, ils sont déçus, leurs enfants errent. Ils ne connaissent pas la science de leur père. Je ne l'ai jamais fait comme je le fais maintenant, écraser les os dehors. C'est la première fois que j'écrase les os dehors. Je le fais pour qu'on puisse le montrer sur film. Et puis, on ne mange pas ça dehors. Une fois terminé, ce sera très bon à manger ce que vous voyez. Quand j'aurai terminé d'écraser tous les œufs qui sont ici, on commencera à les faire bouillir. Ça remplira de chaudrons la quantité que j'ai ici. Et ensuite, on mangera la graisse, mais on la fera figer un peu avant. Je la terminerai vers 2 heures cette nuit. Ne dormez pas à ce moment-là, vous en mangerez vous aussi. Vous écoutez? Le Canadien dit toujours que l'Indien gaspille le caribou.
qu'il en tue beaucoup et qu'il le jette. Mais à partir de maintenant, le Canadien va voir ça et il saura que même les os, je les ramasse pour manger. La quantité de nourriture que je suis en train de faire maintenant, ce n'est pas seulement pour une dizaine de personnes. Et tout ce qui est dans le caribou, l'Indien ne jette rien. Les seules choses que je jetterai, ce sont les os, mais après avoir sorti le bouillon et la graisse. On le boira au complet, le bouillon, et ensuite, on jettera les os. Et quand j'aurai fini tout le travail, on mangera de la graisse. Après ça, on aura mangé tout un caribou au complet. Autre chose aussi, par exemple, l'estomac du caribou, on le mange aussi. Le sang et l'intérieur de la panse, on les mélange ensemble. C'est à cette saison-ci, après que les feuilles sont tombées, le meilleur temps pour faire le mélange du sang avec l'intérieur de la panse. Je vais finir d'écraser les os et ensuite, je vais casser les parties où est la moelle. Je ramasserai la moelle, ensuite, je jetterai le reste des os. Quand on met ça au feu, ça bout lentement. Et aussi, on sculpte quelque chose en bois, on appelle ça la cuillère en bois. Quand ça bout, ça fait de l'écume. On passe la cuillère en bois dessus et on la lèche. Ça, c'est l'écume du caribou. C'est ce qu'on mange, on le lèche. On appelle ça l'écume. C'est très bon. Après l'avoir cuit, c'est ce qu'on fait. Quand il y a de la neige, on en met dans le chaudron. Alors on commence à retirer la graisse. Vous voyez la pile d'os? Une fois cuite, elle sera toute petite. Ce sera très beau, et le bouillon aussi, il sera très beau. Il n'y en a pas beaucoup qui n'aiment pas ça, même les Canadiens. J'en ai déjà donné à manger à un Canadien dans le bois, quand l'avion venait nous chercher dans le bois. Je donnais à manger de la graisse au pilote. Pour commencer, il prend un petit morceau, il y goûte, il ne sait pas si c'est bon. Mais après y avoir goûté, il s'en prend un gros morceau. Et là, il mange pour vrai. Tous les Canadiens font ça, par exemple, les pilotes d'avion. Parce que je n'ai jamais rencontré d'autres Blancs, je n'ai jamais chassé avec des Canadiens. C'est seulement là que j'en voyais quand l'avion venait nous chercher. Il y a longtemps de ça. De toutes les nourritures du bois, la meilleure, c'est celle-là. Mathieu André, que les montagnais nomment Mistanapeu, c'est-à-dire le grand homme, prépare le repas rituel de la Makoucham. Mathieu André, qui ne parle que sa langue maternelle, est considéré par tous comme un grand chasseur et un homme de connaissance. Son autorité morale et politique n'est pas limitée à Shefferville, elle s'étend à l'ensemble de la nation montagnaise. Après avoir fini ce travail-là, après avoir fini de manger la graisse, à ce moment-là, on va chercher un tambour parce qu'il faut chanter avec un tambour. Et on chante. Parfois, la graisse qu'on a faite, ça fait un gros morceau. Il en reste parfois après avoir fini de manger. On arrête de manger pendant seulement 2 heures et ensuite on recommence. Et quand on a fini de tout manger, alors on chante, on joue du tambour et on danse. On s'amuse parce qu'on a mangé de la bonne nourriture. Tout le monde est content. C'est ainsi que ça se passait.
Nous sommes au centre du Labrador, de la péninsule Ungava-Labrador, près de la ligne de partage des eaux, celle qui se jette dans l'Atlantique et celle qui coule vers l'océan Arctique. C'est ici qu'il y a 6500 ans, disparu le dernier lambeau de l'immense glacier qui couvrait le nord-est de l'Amérique. Nous survolons le lac Natikamegun. Natikamegun, mot montagnais qui signifie étendue d'eau par où on arrive à la terre ferme. Pour l'homme qui voyage en canot, cet univers d'eau douce, troué çà et là de quelques lambeaux de sol, ne peut mériter le nom de terre. Ce qui nous paraît être un labyrinthe n'en a jamais été un pour les Indiens qui ont habité ce territoire depuis des millénaires, établissant avec cette terre des rapports charnels, religieux et affectifs. Le lac Petchesekupau, en français, là où les broussailles sortent de l'eau. En 1838, des Indiens montagnais, dont l'arrière-grand-père de Mathieu André, conduisirent sur les rives de ce lac un employé de la Hudson's Bay Company, John McLean, qui y érigea un poste de traite. En 1868, les montagnais y conduisirent un autre blanc, un missionnaire suisse cette fois, le père Louis Babel. Il dressa une carte des chemins parcourus et sur le terrain situé aux environs de Petchesekupau, il inscrivit « Abondant enfer ». Le père Babel fut suivi par le géologue Albert Peterlow en 1892, lui-même suivi par d'autres géologues, dont au XXe siècle, M. Joe A. Retty, à qui les Indiens, en particulier Mathieu André, révèlent la présence de certains gisements. Nous sommes sur la bordure ouest de ce que les géologues appellent la fosse du Labrador, formation géologique large de 60 km et longue de 900, riche en minerais de toutes sortes. Le fer ici n'a pas l'aspect d'une roche dure et cohérente. Au contraire, il s'agit d'anciens dépôts sédimentaires friables, dont l'âge varie entre 1 et 2 milliards d'années. Ces sédiments ferreux ont pris l'aspect d'un sol rouge, boueux et gorgé d'eau. Un sol lourd, puisqu'il contient jusqu'à 65% de fer. En 1948, les géologues inventorient 300 millions de tonnes de fer. 2 ans plus tard, les réserves de minerais à haute teneur inventoriées ici s'élèvent à 417 millions de tonnes. En 1951, un consortium contrôlé majoritairement par des Américains, Hanna and Hollinger Company Limited, décide de construire un chemin de fer. Le 13 février 1954, une voie ferrée de 600 km reliant le gisement au port d'embarquement de cette île est terminée. C'est le QNSL, le Quebec North Shore and Labrador Railway, propriété de l'Iron Ore Company of Canada, elle-même contrôlée par les Américains. Et sans tarder, on creuse ces trous. Ces cratères. De 1954 à 1979, 218 millions de tonnes de minerais ont été expédiés pour alimenter les hauts fourneaux situés aux 4 coins du monde, principalement aux États-Unis, à Cleveland et Baltimore. Pour l'exploration, on avait eu recours aux habitants de ce pays, les Indiens montagnais. L'exploitation a commencé et continue sans qu'on pense à leur demander la moindre permission, sans qu'on envisage de signer avec eux quelque traité que ce soit. La même attitude qu'on aura 20 ans plus tard lors de l'ouverture des chantiers hydroélectriques de la baie James. Toute cette entreprise faisait partie d'un grand dessein qui prit à l'époque des couleurs épiques, la conquête industrielle du Grand Nord québécois. C'était aussi le grand projet de M. Maurice Duplessis, Premier ministre du Québec, qui, le 7 septembre 1959, mourut en ces lieux. Monseigneur Scheffer était vicaire apostolique du Labrador. La ville qui fut bâtie ici porta son nom.
Shefferville. L'eau potable est puisée dans le lac Nob, tout en haut de l'image, et les égouts se déversent dans le lac Pierce, en bas de l'écran. C'est auprès du lac Pierce, sur un marécage, qu'a été construite en 1970 une réserve indienne appelée Bloc 16 et nommée par la suite Matimécoche. C'est à 3000 d'ici. Ça s'appelait Matmerouche. Cette petite truite saumonée, c'est la première nourriture que les Indiens mangeaient avant d'aller vers le caribou. La première mine qu'on a découverte, c'est moi qui l'ai découverte. C'est moi le premier qui l'ai découverte. Le premier géologue, il s'appelait Dr. Etty. Nous avons été les premiers à commencer, pas seulement ici, mais aussi 25 000 plus loin. C'était en allant dans cette même direction. C'est tout. Il dit, Mathieu André, c'est court, c'est petit, mais il y a encore long l'histoire à faire. L'histoire est longue. Il dit, Mathieu André, c'est lui-même qui l'a pris dans la tête, l'histoire, cette histoire-là. Ce n'était pas la première fois que ce groupe de montagnais avait été forcé de déménager pour être normalisé. Voici quelques extraits d'une lettre de la montagnaise Anne-Marie André, parue dans le journal Le Devoir du 24 mars 1972. Le troisième déménagement est un grand projet pilote d'intégration des Indiens à la ville de Shefferville. On nous déménage dans des blocs appartements en série. On ne nous a pas laissé le choix, des blocs appartements ou rien du tout. Or, c'est contraire à la tradition et à la mentalité de l'Indien de vivre dans un très petit espace, dans un appartement à 8 pouces de son voisin de droite. Jusqu'ici, l'Indien a vécu dans un immense territoire, libre de bouger. L'Indien ne peut vivre en vase clos alors qu'il avait tout à lui, l'immense forêt, le Québec, le Canada. Si vous allez visiter ce que certains appellent la nouvelle réserve, vous ne verrez aucun de ces arbres que les fonctionnaires nous avaient promis. Ils nous avaient dit, nous n'enlèverons pas les arbres autour des blocs pour ne pas vous dépayser. Où sont-ils donc ces arbres sur lesquels les fonctionnaires s'appuyaient tant pour faciliter notre intégration? Ah oui, j'oubliais, les fonctionnaires, eux, viennent nous voir. Le clou de l'année 1970 fut la visite d'un fonctionnaire qui nous a enseigné comment fonctionne une toilette. Il fallait, nous a-t-il dit, abaisser le levier pour le renvoi d'eau. Cette année-là, avant que toute la surface soit pavée, tous les jours ouvrables de la semaine, un bulldozer vient sonner le réveil. Il étend soigneusement la boue. Dans un bloc d'habitation de la réserve, l'appartement numéro 6, l'appartement de Mathieu André. En l'an 1918, 3 ans après la construction du poste de Fort McKenzie, on est descendu en hiver et on est allé à Fort McKenzie. On était allé en aval de Oushquash avec le vieil Alexandre. On était descendu en hiver à Fort McKenzie. Fort McKenzie, que les Indiens appellent Kanzigagamo. On est resté là tout le mois de février et un peu du mois de mars, peut-être jusqu'au 2 mars. Et on est allé sur le dessus des montagnes parce qu'ils avaient tué du caribou, mon père et le vieil Alexandre. On appelle ça le lac Atikamekw. L'endroit qu'on appelle Wepenerouchkan, c'est situé juste un peu à côté du lac. C'est l'endroit où ils avaient tué le caribou. La dernière fois qu'on est allé à Fort McKenzie,
On parlait déjà que les Watts avaient l'intention de descendre quand on redescendrait le courrier. Pour un profane, les paroles de Mathieu André demandent quelques explications. Le terrain de la famille de Mathieu André se situe à l'ouest du lac Michikamau. Mathieu André se souvient que durant l'hiver 1917-18, il n'avait alors que 12 ans, ses parents descendirent vers le nord au nouveau poste de Fort Mackenzie pour se procurer du sucre et, si possible en même temps, faire provision de viande de caribou. Fort Mackenzie a été érigé 3 ans plus tôt, à l'automne de 1915, comme avant-poste de Fort Chimo, sur les rives de Swampy Bay, près du confluent du Kaniapiscau, à la suite de la décision de Jim Watt, alors gérant de la Hudson's Bay Company, à Fort Chimo. Fort Mackenzie a été construit avec le concours des montagnais. Un montagnais, Bastien Mackenzie, qui était l'homme de confiance de Jim Watt, participe à la construction de ce comptoir et en devient le premier gérant. Revenons encore quelques mois en arrière, lorsqu'au printemps de 1915, l'immigrant écossais de 26 ans, Jim Watt, engagé comme commis par la Hudson's Bay Company au poste de Mingan, épouse une jeune fille de ce village de la Côte-Nord, Maud Maloney, âgée de 18 ans. Immédiatement après la cérémonie du mariage, ils doivent s'embarquer sur un bateau, le Nascopie, pour aller occuper leur nouvelle fonction à Fort Chimo, poste fondé en 1830 par la Hudson's Bay Company et situé à une 50aine de kilomètres en amont de l'embouchure de la rivière Coxsackie, en territoire inuit. 1915, c'est la guerre. Le bateau ne revient pas les 2 années suivantes. Des familles montagnaises, apparentes à celles de Mingan, que Maud a connues dans sa jeunesse, permettent à ce poste isolé de communiquer avec l'extérieur en transportant aller-retour le courrier de Fort Chimo à cette île. Au printemps de 1918, les Watt décident eux aussi de se joindre à ces montagnais pour se rendre à cette île par l'intérieur des terres. Le départ de Fort Chimo a lieu le 9 avril par une température de moins 30 degrés. Ils amènent des provisions pour 2 mois. Maud Watt, qui parle les montagnais, est la première blanche, sûrement la dernière, à accomplir à pied, en raquette et en canot, ce trajet de 1100 km que les Indiens montagnais parcourent en famille depuis des temps immémoriaux, sans carte et sans boussole, se nourrissant sur le pays, se visitant les uns les autres, se rassemblant en des lieux précis pour les grandes fêtes de la nature. Quand le vent est favorable sur les grands lacs gelés, on hisse la voile sur le traîneau. Il avait fallu abattre le vieux chien esquimau qu'on attelait au traîneau. On atteint ainsi le 9 mai les ruines de l'ancien poste de la Hudson's Bay Company au lac Petchesicupal, fondé en 1838 par John McLean, poste abandonné quelques années plus tard. John McLean, guidé par des montagnais, venait de Northwest River. Lars Conley, un des gérants, était accompagné de sa fille. Elle se noya sous la glace du lac. Des plantes rhubarbes qu'ils avaient amenées continuent de pousser chaque été à côté des ruines. Là, on est au croisement des grandes voies indiennes qui relient l'Atlantique à la baie d'Hudson, l'océan Arctique au golfe Saint-Laurent, non loin de l'emplacement actuel de Shefferville, à 500 km de toute habitation permanente. Parfois, l'on s'arrête, tout juste le temps de faire chauffer l'eau, de faire le thé,
et de se raconter quelques blagues. On bivouaque tous les soirs, le plus souvent dans les campements indiens. On repart lorsque le jour se lève, parfois avant, quand la lune est belle. On rencontre de nombreuses familles montagnaises, souvent affamées. Certaines n'ont pas vu de caribou de l'année. Les lagopèdes, sortes de perdrix blanches qui pullulent généralement à la fin de l'hiver, sont cette année-là quasiment absents. Un jour, cependant, Petabano, un Indien, réussit à en tuer 4. Il arriva que même les poissons fuyaient les filets. Un chaman, Pichegas, organisa une surie, sorte de sauna religieux, pour conjurer Misnak, l'esprit des bêtes aquatiques, et il obtint des pêches prodigieuses. La glace devenait friable, des hommes tombaient à l'eau. Pour permettre de continuer, le même Pichegas conjura le vent du nord qui souffla 3 jours durant. On se propulsa à toute vitesse sur la glace devenue ferme du lac Aswanipi. Sur une île de ce même lac se trouve un vieux cimetière indien qui fut visité au siècle dernier par les pères Babel et Arnaud. En chemin, on avait croisé d'autres sépultures, dont celle de Montagnet, prénommé Jean-Marie, de sa femme et de ses filles, morts récemment de faim. On rencontre Mary Mackenzie, 83 ans, à la sortie d'un portage, dans un chapoutoine, grande tente collective où logent 4 à 5 familles et où l'on s'arrêta pendant quelques jours. On en profite pour faire des photos de famille. Sur cette photo se trouve Pierre Vachon, Audjukutesh Grégoire, Joseph Mackenzie, senior, Sylvestre Mackenzie, Louise Vachon, Joseph Mackenzie, junior, Caroline Mackenzie, Marie Mackenzie, Philomène Grégoire et Elisabeth Mackenzie. Au lac Nipichiche, on navigue sur l'eau libre. Maud Watt protège son visage des nuées de moustiques. 19 familles montagnaises se trouvaient réunies à cet endroit pour le voyage à cette île. La hauteur des terres, d'immenses portages sur les contreforts du plateau. Un jour, c'est la fin mai,
Sylvestre Mackenzie, au lieu dit Kakatchat, contemple la vallée de la Moisie. Elle est à ses pieds. C'était l'hiver en haut, en bas, c'est l'été. 19 familles montagnaises descendent les rapides ensemble dans des canots de toile. On était parti de Fort Chaimo 52 jours plus tôt. D'autres familles allaient suivre, dont celle de Mathieu André, qui était là quand le voyage avait commencé. On a appris que M. Watt partirait avec le groupe qui descendrait le courrier et que celui qui l'accompagnerait, c'était un célibataire qu'on disait. Et il y aurait le vieil Alexandre et Pétabanou qui allaient descendre avec les Watt. Mais à ce moment-là, il n'était pas question de Pétabanou. Nous autres, on était avec le vieil Alexandre. Et puis alors, quand nous fûmes prêts à quitter l'endroit, mon père s'est rendu à Fort Mackenzie une dernière fois. Et là, les Watt lui ont annoncé la date exacte de leur départ. Le chemin que nous allions prendre, le groupe des Watt prenait celui-là. Ils partaient de Fort Mackenzie et ils marchaient dans cette direction-là, ceux qui portaient le courrier. Ils marchaient là jusqu'à ce qu'ils arrivent à Oushquash. Et nous autres, on s'est engagés dans cette direction. C'est ici qu'on a mangé du caribou. Alexandre et mon père étaient partis de là pour aller à Fort Mackenzie, s'informer de la date à laquelle le gérant devait partir. Quand il nous a dit la date à laquelle il descendrait à la mer, M. Watt, nous autres, nous avons pris cette direction-là. On est arrivé au lac Netegopau et on a suivi la rivière en montant jusqu'à Kamuwabishkau. Rendu à Kamuwabishkau, mon père a tué du caribou. C'est ici que le vieil Alexandre nous a quittés, mais mon père l'avait aidé, parce qu'on avait de la nourriture. On avait tué 30 caribous. L'aide qu'il lui avait fournie, c'était pour la nourriture, et aussi pour essayer de rencontrer M. Watt. Aussi, mon père allait chercher quelque chose là où il s'en allait, parce que ma mère avait travaillé pour M. Watt, elle avait fait des mocassins pour M. Watt. Ce n'était pas grand-chose ce qu'il allait chercher là. 25 livres de sucre, c'était peu de choses pour marcher loin comme ça. Il est revenu où nous étions. Il avait laissé le vieil Alexandre là-bas. Nous autres, nous sommes partis de cet endroit pour aller à Menekinch. Nous avons marché comme ça tout le long jusqu'au lac Nadrameigan, jusqu'à Koteshkashut. C'était déjà le printemps. Nous avons passé le printemps à cet endroit. C'est à cet endroit-là que des groupes d'Indiens sont venus jusqu'où nous étions. Il y avait Dominique. Elle s'appelait Choyabeo, cette famille-là. Il y avait Toby aussi. Et c'est là que nous avons rencontré Gabriel. Il revenait de son territoire de chasse pour ensuite passer le printemps là. Monsieur Watt, il avait déjà commencé à rencontrer des groupes d'Indiens à l'endroit appelé Oushquasit, ici. Et ensuite, il a continuellement rencontré des Indiens en s'en venant jusqu'à Meneigut. Les photos que vous avez vues, c'est sa femme qui les prenait. Il continuait à marcher par ici et il rencontrait des groupes d'Indiens. Les Indiens qui étaient avec les Watt et qui descendaient le courrier de Fort Chaimo à cette île avaient pris un chemin situé plus à l'ouest, par les lacs Uteinuk, Oushquash, Petchisekupal, tandis que la famille André a préféré passer par un autre chemin, afin d'augmenter ses chances de rencontrer des caribous. Les Indiens appréciaient beaucoup le comportement des Watt, qui, contrairement à la plupart des explorateurs, gérants de la Hudson's Bay Company et missionnaires, ne se comportaient pas en chef d'expédition, mais en invités déférents, respectueux, disponibles auprès de leurs hôtes montagnais. Cette attitude leur a permis de se rendre compte que la façon de faire des Indiens, perçue jusqu'alors comme illogique par les Blancs, parce qu'empirique, apparemment non planifiée, était la seule possible. Il aimait beaucoup la nourriture indienne, M. Watt, et sa femme aussi, parce que la gérante aussi avait été élevée avec la nourriture de la forêt. C'était la même chose pour M. Watt.
Parfois, il achetait de la viande sèche. Ce n'était pas compliqué du tout pour les Indiens qui l'avaient descendu, parce qu'ils mangeaient toutes sortes de choses. Et après ça, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais qu'ils ont toujours continué par cette route-là, jusqu'au bord de la mer. Et ils ont rencontré des Indiens tout le long de la route. C'étaient différents chasseurs, je veux dire des montagnais, des Indiens de différents endroits qui venaient à Mneiq. Les Indiens qui étaient à Mneiq et qui s'en allaient vers Kaniapchkau, ils chassaient l'hiver autour de Kaniapchkau, mais ils se rendaient au printemps à Mneiq pour se rassembler. J'avais déjà rencontré, ici il y a un sentier, ceux qui s'en allaient en direction de Meshagamo. Il y a un autre sentier ici qu'on appelle Amechwestan. Un autre sentier ici. Ceux-là marchaient sur la ligne du partage des eaux. On dit en indien Epukwatamak. Ça veut dire la division des eaux. Sais-tu? Vois-tu ici sur la carte, les eaux se rejoignent presque. C'est de là que partaient les Indiens pour aller à Kaniapchkau. Eux, c'est pareil, ceux qui sont ici. Vois-tu ici, ce n'est pas très loin pour qu'ils puissent se rendre là-bas. Alors, la Kaniapchkau. Mais de ce côté-là, c'était ceux qui partaient de la Moisie, ceux qui suivaient la Moisie, ils allaient ici. Et les Indiens de cette île, ceux qui montaient par la Sainte-Marguerite, ils chassaient eux aussi aux alentours de Kaniapchkau, mais sur l'autre côté du lac Kaniapchkau. Et puis, il y en a d'autres aussi. Il y a un autre sentier ici. C'est la décharge du lac. On appelle ça la rivière de la décharge du lac. Tu vois où est le partage des eaux? Il y a une rivière sur l'autre versant. Sais-tu? Eux aussi, ils s'en viennent rejoindre le lac Kaniapchkau par la Kaniapchkau. Et ceux qui chassaient ici, ils se rendaient jusque-là. Vois-tu? La même chose pour les Indiens de Bétiamit, comme par exemple l'oncle Bastien, il chassait dans ce coin-là. Feu mon oncle Bastien, Tchernich. Et puis, André Michel, il chassait à cet endroit-là. Et puis, Vachon, les Vachons, ils chassaient à cet endroit-là. Ils étaient plusieurs, les Vachons. Et aussi les Grégoires, ils étaient nombreux. Les Grégoires, comme Pinamesh, un des Grégoires et son mari. Ligwelisset, comme on les appelle. Eux autres, ils chassaient à cet endroit-là. Les Jean-Pierre, eux, ils chassaient par ici. Leur père, Jean-Pierre, sais-tu? Ils étaient 3, je pense, 4 avec leur gendre. C'est sur cette surface-là qu'ils chassaient. C'est ici. Et lui, c'est mon petit-fils. Il a 13 ans. Je viens avec lui ici pour lui montrer ça, ici. Et je suis content d'être venu ici pour me faire filmer. Jo Jean-Pierre a conduit son petit-fils, âgé de 13 ans, à l'emplacement exact où il a rencontré M. et Mme Watt le 4 mai 1918. Que voulais-tu savoir, toi, mon petit-fils? Où avez-vous été photographié? C'est ici qu'on nous a photographiés. C'est ici que M. Watt a fait un feu. Partout autour, les gens étaient assis là, en rond. Jo Jean-Pierre, que l'on voit à côté de son père, Wapistan Pierre, sur cette photo prise par Mme Watt, est vêtu d'une peau de caribou. Mme Watt écrit dans son journal: « Ce soir, nous sommes arrivés au camp de Wapistan Pierre. Sa famille a faim, et ce qui n'arrange pas les choses, ils n'ont ni poudre ni plomb pour la chasse. Je leur ai donné quelques cartouches, du thé et un peu de farine. Dans la soirée, nous nous sommes assis près du feu, et nous avons bavardé un peu avec Wapistan Pierre. Il nous a dit qu'il avait chassé ici toute sa vie, comme son père avant lui, et que c'était le premier hiver depuis 10 ans qu'il n'avait pas tué de caribou. Le vieil homme ne semble pas s'en inquiéter le moins du monde. La Providence, sous la forme de nous-mêmes, lui a envoyé de quoi survivre encore un jour ou deux. Et il est persuadé que la Providence continuera de pourvoir à ses besoins. » Et puis alors, à présent, nous sommes toujours ici,
Ça fait plusieurs années. J'ai chassé ici, partout, depuis 50 ans. Est-ce qu'on peut parler encore longtemps? Eux, ils arrivaient de Fort Chaimou. C'est là que M. Watt nous a rencontrés. En partant du campement, le campement, il est à environ 4000 d'ici. C'est ici qu'on a fait un feu. Après avoir fait le feu, après avoir mangé, c'est à ce moment-là qu'on m'a donné un morceau de bannique graissé. J'avais un morceau de bannique grand comme ça, le petit morceau de bannique graissé. C'était la première fois que je mangeais du pain. Ça faisait 1 an qu'on n'avait pas vu de pain. 12 mois que les Indiens n'avaient pas mangé de pain autrefois. Et c'est grâce à ça que nous avons pu continuer notre chemin. Que voulais-tu dire encore? À quel endroit t'ont-ils photographié? C'est ici qu'ils m'ont photographié. Le chemin de M. Watt passait par ici, il revenait de Fort Chaimou. C'est ici qu'ils nous ont photographiés, le vieil Alexandre, le jeune Alexandre, David, Toby. Ils étaient tous ici ensemble, le célibataire, et puis aussi mon défunt père, Pierre. Il s'appelait Pierre, mon père. Voulais-tu me demander autre chose? Où était ton camp? Ce qui est en face, de l'autre côté, c'est ça mon camp. Et moi, je suis toujours là. Et vous, vous continuez à grandir. Et les enfants de mes enfants, ils ont des enfants. Il y en a déjà 3 qui sont mariés. Ceux-là ont 2 enfants chacun. Ce sont mes arrière-petits-enfants. Depuis qu'on m'a photographié ici, depuis cet événement. Alors, depuis que je chasse, j'ai toujours chassé ici, à partir d'ici jusqu'à Shefferville. Ça a toujours été mon territoire, jusqu'à Oushquassit. Mon père a appris à chasser ici. Mon grand-père, qui s'appelait le vieux Jean-Pierre, lui aussi a appris à chasser ici. Et moi, je chasse encore ici, aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, je pense, ce territoire-là, il m'appartient. La véhémence de Joe Jean-Pierre s'explique aisément quand on sait que ses droits ancestraux viennent d'être niés par la Convention de la baie James et du Nord-Est. Comme on le verra plus tard, le gouvernement du Québec n'avait pas de titre clair de propriété sur les territoires que nous survolons. Afin d'édifier le grand complexe hydroélectrique de la baie James, le gouvernement du Québec a été forcé, à la suite d'un jugement de cour, de signer une entente avec les Cris et les Inuits. Il en a profité pour inclure de façon indue dans cette entente signée en 1975 tous les territoires couverts par les bassins des fleuves qui se déversent tant dans la baie d'Hudson et la baie James que dans l'Arctique. Suite à des plaintes des montagnais, la Commission des droits de la personne du Québec fit remarquer au gouvernement du Québec que d'autres groupes indiens avaient des droits sur une partie de ces territoires. Les montagnais n'avaient pas l'intention de céder leurs terres. Le gouvernement, sous prétexte de corriger son erreur, signa en 1978 une nouvelle entente avec un groupe Cri, baptisé Naskapi, et résidant depuis peu à Shefferville. Cette nouvelle entente, appelée Convention du Nord-Est, niait de fait les droits des montagnais sur une partie de leur territoire. Joe Jean-Pierre, comme les autres chasseurs montagnais, n'a jamais été ni consulté ni même avisé de la cession de son territoire ancestral. Cette attitude de total mépris s'est étendue à l'ensemble des montagnais, à qui le gouvernement a nié un de leurs droits les plus fondamentaux. Nous survolons le sud-est du lac Upapusteshun, que les Blancs ont par la suite nommé lac Le Fer. À l'ouest de ce lac, les collines, la terre ferme, où Joe Jean-Pierre allait faire provision de viande de caribou. Parfois, j'allais de ce côté-là, l'hiver, quand je voulais manger du caribou. C'est quand je finissais de pêcher le poisson, alors j'allais par là, disons à peu près 50 000 par là. C'était pour accumuler des provisions, le caribou que j'avais tué. Je reviens ici, et pour le printemps, je refais le même trajet.
Quand je veux chasser la loutre ou toutes sortes d'animaux, je chasse d'ici jusqu'au village au bord de la mer. C'est ce qu'on faisait mon père et moi. Et moi, je continue à le faire encore aujourd'hui. J'ai un autre camp là-bas, juste à l'orée du bois, à l'endroit où le petit ravin finit. C'est là que j'ai construit un autre camp. Ça peut être utile ce camp-là, les Blancs m'ont dit ça. Ça peut être très utile ce camp-là, de la façon qu'il est fait. Et aussi l'été, quand je chassais le caribou, quand je partais de cette île pour m'en venir ici, c'est là que je vais le chercher, là où on voit les montagnes. Et c'est de là qu'on portageait la viande sur notre dos pour la porter ici. La viande et tout ce qu'on a ramassé, c'était notre nourriture pour l'automne. Ici, c'était le meilleur endroit de tout ce lac-là pour chasser. Pour les animaux à fourrure, aussi pour la nourriture, le poisson et toutes sortes d'animaux. C'était le meilleur endroit pour la chasse. Mais aujourd'hui, les Blancs sont déjà passés ici, ils ont dû rester un été, et depuis, ils viennent à chaque année, ces gens-là. Ils viennent du lac Grégoire, ils s'en viennent en canot, et ils doivent pêcher partout ici. Et maintenant, c'est tellement gâché. Et maintenant, moi je pense que les plus beaux endroits pour chasser vont être détruits. C'était les meilleurs endroits pour chasser tout ce qu'on voit autour. Si j'avais pu déterrer toute la pierre, vous auriez vu comment le feu était fait. Ah, ici, je crois qu'il y a un terrier. J'ai trouvé un terrier ici. Un terrier de vison. C'était le meilleur terrier pour le vison, ça. Je tendais mon piège ici à l'automne. Malheureusement, la chasse est à peu près finie en ce moment. Quand les plus âgés vont disparaître, je crois que la chasse va disparaître aussi. Je dis ce que je pense. C'est mon idée personnelle. On déneigeait la pierre quand on voulait faire un feu. Mais quand nous avons fait le feu, c'était le printemps. La neige était toute fondue autour. Tout le monde s'assoyait autour de la pierre et les traîneaux étaient là-bas, installés comme ça. C'était très agréable à cette époque-là. Pas à l'âge que j'ai maintenant, parce que je suis déjà assez vieux. Parce que c'est déjà pas mal âgé, quelqu'un qui a 70 ans, c'est déjà pas mal vieux. On l'appelle déjà le vieux à cet âge-là. À mon âge, on ne peut plus bouger les jambes comme ça, à l'âge que j'ai. Mais je suis quand même encore un peu capable aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais encore aller là-bas, où tu vois la montagne recouverte de bois, avec mes jambes. À mi-chemin, je pourrais boire de l'eau et revenir ici. Parce que je suis fière de ce qui se faisait autrefois, parce que pour moi, la chasse, c'est ce que j'aime le plus. Quand je me lève le matin, quand il fait beau, quand je sais qu'il va faire beau, je deviens malade quand je ne peux pas sortir, même une seule journée. Tellement j'aime la chasse. C'est ce que j'aime le plus, la chasse. Les autres choses me laissent indifférent. L'argent, ça ne m'intéresse pas du tout, parce qu'à mon âge, je reçois de l'argent. N'est-ce pas? Je ne m'en occupe pas parce qu'il vient comme ça. Je suis payé chaque jour, on dirait. Quand la date est arrivée, au bout d'un mois, on me le donne. C'est pourquoi je ne m'occupe pas de l'argent. Et la chasse, j'avais à peu près ton âge quand on m'a appris la chasse. C'est à ce moment-là qu'on m'a montré à chasser, à tirer la perdrix. On était tous les deux, mon père et moi, quand il m'a montré comment tirer la perdrix grise. Quand c'est mon vrai père qui m'a appris, il était placé de ce côté-là. Mais mon parrain aussi, il m'a appris et il était placé de ce côté-ci.
et il me disait, maintenant, tu vas viser tout droit. C'est ainsi qu'ils m'ont enseigné, pas autrement. Je prenais mon fusil comme ça, je tirais, et la perdrix tombait. C'est comme ça que j'ai appris de mon père. C'est pourquoi il faut que je sorte dehors tous les jours. Ça ne me fait rien si je ne tue pas grand-chose. Il faut que je continue à faire la même chose que je faisais auparavant. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. C'est vrai ce que je dis, n'est-ce pas? Je voulais raconter ma vie depuis mon enfance jusqu'à présent. Et encore aujourd'hui, je suis ici. Je viens ici quelquefois au mois de septembre, je viens ici à mon camp et je m'installe dans mon camp. Et de là, je me promène sur le lac avec mon petit moteur hors bord, avec un gros canot à moteur. Je peux aller un peu partout autour jusqu'à Oushkosh.